in collaboration with Amnesty International that found... Et Amnesty International, le gouvernement a eu la démolition dans certaines régions de construction. Et là, on a eu des personnes qui vivaient, on a utilisé ces cartes pour... Cela n'est pas basé sur les données de la population. On utilise toujours les images satellites et comme ça, on a eu 60 000 personnes qui ont été déplacées à cause de ces constructions. Alors, comme ça, nous utilisons les cartes pour montrer les personnes qui perdent leur maison et comme ça, le résultat de l'infrastructure. Et comme ça, tout cela est basé sur les données pour faire des analyses. Alors, je crois que ce sont juste des exemples et que nous avons et comment nous pouvons utiliser cela pour l'humanitaire. Et comme j'ai déjà dit, il y a... Alors, vous pouvez cliquer sur notre page et comme ça trouver sur Facebook et nous avons... in this community to engage. Là. Alors, surtout pour s'engager avec la communauté. Alors, je vous donne la parole, Nikita. Merci Laura. C'est très excitant d'attendre ce que vous avez fait avec les identifications sur base du travail. Merci pour ces exemples. Je donne la parole à Inchi pour nous parler du travail. Bonjour et merci beaucoup. Je m'appelle Rakesh Banaria. Je suis directeur de Humanitarian Impact Data. J'ai 27 années de l'expérience dans le contexte humanitaire. Et alors, au niveau des catastrophes naturelles, ainsi de suite, et aussi dans le contexte du conflit. Et ce que j'ai fait, c'est que je rencontre la communauté humanitaire et aussi nous travaillons avec les partenaires au niveau de technologie, avec l'OMS par rapport à COVID-19 et comment la technologie est utilisée dans ce contexte. Nous commençons avec les principes, c'est que nous utilisons toujours une approche basée sur les droits parce que nous reconnaissons que les données et surtout créent toujours les vulnérables. Alors comme ça, il y a 3 sujets. C'est qu'on a l'action du secteur, il y a la neutralité et aussi le secteur privé est notre partenaire. Alors comme ça, alors, la deuxième chose, c'est que les données, c'est par rapport aux personnes, même les données par la machine et les données d'agrégation, c'est que cela est lié aux êtres humains. Et si vous devez changer, cela devrait être toujours centré sur les êtres humains. Troisièmement, les données, c'est une forme de pouvoir. Pour être honnête, au niveau de Valley Silicon, la technologie se base sur cette notion. Normalement, nous gérons avec cela. C'est que la notion, c'est que vous n'allez pas vraiment avoir l'innovation. Sans parler de la réduction des risques, les deux choses vont ensemble. Alors, parce que nous reconnaissons que les personnes sont vulnérables. Alors, avec la création de ces nouvelles façons de se connecter, normalement, au niveau des crises, il y a des opportunités et comme ça, l'Internet a cherché des nouveaux moyens d'être négatif. Alors, cela menace les acteurs alors, ce menace c'est que c'est bien financé avec des ressources et je vais parler plus tard avec ce que nous avons vu en série. Alors, nous vivons avec cette idée que nous avons la responsabilité de protéger les vulnérables par l'utilisation de cette technologie. Alors, lorsque je parle aux collègues au niveau more complicated in a conflict context. Alors, c'est plus que la question de la sécurité par rapport à la technologie. Alors, je vois je vois cela dans le contexte du COVID-19. Par exemple, les organisations internationales ont été obligées
de fournir de l'information avec la pandémie. Alors, il y avait les organisations qui suivaient les documents, les processus, etc. Actors in the sector, whether they are et nous avons ce pourrait être les groupes armés ou une organisation technologique et comme ça qui intervient dans les contextes humanitaires. Alors, il y a toujours, lorsque vous répondez à un événement sur le terrain, les protections digitales, c'est une chose que nous devons tenir en compte. Il y a toujours les menaces. Il y a toujours les textes digitales, par exemple, la perte de l'information personnelle. Il y a aussi la question de confidentialité. Les personnes qui travaillent et surtout pour éviter la manipulation, pour la sécurité opérationnelle. Et comme ça, il y a toujours alors, en 2015, en Grèce, là où on a travaillé avec les réfugiés d'Afghanistan de la Syrie, et puis, à cause de cela, on a eu un bombardement à l'époque. Alors, lorsque vous parlez à nos collègues dans le secteur privé des tech, l'une des choses, c'est que alors les choses négatives et physiques pourraient être négatif, mais c'est une préoccupation, mais va au-delà d'autres préoccupations de cela. Alors, lorsque vous travaillez avec les organisations qui travaillent sur IA, PCA ou GDPR ou d'autres, et aussi on fait l'agrégation des données et surtout cela pourrait être utilisé pour être négatif dans le conflit. Alors comme ça, agréger les données. Alors si je suis dans un groupe armé et il y a le village ou d'autres groupes, ça c'est vraiment assez pour cibler ces personnes. Alors même si les données sont considérées comme au-delà de là où vous travaillez. Alors, l'autre défi que nous constatons ici, c'est que les données, c'est toujours le pouvoir. Alors, dans le contexte humanitaire, et si vous êtes un réfugié dans les camps, il y a quelqu'un avec un portable et vous avez besoin de biométriques. Alors, comme ça, on va fournir des données sans comprendre comment cela pourrait être utilisé, les données pourraient être utilisées. Et si vous regardez le rapport de la HCR, cela a été en anglais avec les boîtes qui... Et comme ça, cette donnée a été donnée directement au gouvernement à Myanmar. Et comme ça, qui a été complicite. Alors, il y a beaucoup de choses négatives. Alors, tout cela se passe souvent au niveau de cette notion. Il y a aussi d'autres choses que nous devons faire attention. Alors, nous considérons qu'il y a vraiment la tension qui existe entre l'entreprise et la base de données. Lorsque vous collectez, il y a toujours la notion du client. Mais il y a la tension entre le client et des personnes, et il y a aussi l'humanitarisme. Il y a toujours ce problème. Alors, les plus grands tech dans le contexte humanitaire et le travail est toujours dans le sud. Alors, nous devons toujours éviter les inéquilibres du pouvoir et surtout la colonisation digitale où la valeur des données est toujours mise au-delà du contexte. Et ce n'est pas pour bénéficier des personnes qui se trouvent sur le terrain. La dernière chose, comment s'engager dans ce domaine en tant que membre respecté de la communauté. Have, in some ways comparable power. Ont toujours le pouvoir. Et comme ça, lorsqu'on a les collaborations éthiques
et avec les organisations de technologie, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, nous intervenons avec cette intersectionnalité lorsque vous considérez les are believed to have been captured. Et surtout avec le cas de Taliban as essentially a kill list. Alors, en tant qu'organisation tech, about how they should be thinking about this data, how they should be protecting this data, and making sure they fully understand the various protection mechanisms that exist in our platforms and our technologies that they ought to be thinking about. And so, like, I'm really glad to be a part of this conversation. Alors, je suis ravie de faire partie de cette conversation pour partager notre point de vue avec vous tous et surtout les humanitaires par rapport à ce travail. Merci beaucoup. Alors, merci Rakesh pour cela, et pour ceux qui viennent de nous joindre et surtout par rapport aux interventions, nous sommes en train de suivre les exemples de Rakesh et aussi nous sommes en train de prendre des questions par chat. Et comme ça, je vois des questions qui se posent maintenant. Alors, j'aimerais suivre des remarques qui ont été faites. Et merci pour avoir parlé. Alors, vous avez parlé de la façon que vous allez répondre, c'est-à-dire par rapport à la pandémie du COVID-19. Alors, lorsque vous parlez des suppositions, les hypothèses, code des technologies, par rapport aux neutralités, la question de la sécurité et le respect pour les populations où ils veulent intervenir et comment collaborer. Alors, qu'est-ce que vous voyez comme un plus gros défi lorsqu'on parle des efforts humanitaires et de la consolidation de la paix et l'utilisation responsable de la technologie et que les données pourraient avoir un impact positif et les opportunités qui existent et comme ça, et surtout après avoir identifié ces défis? Sure, I'm happy to jump in. I mean, I think the challenge. Alors, par rapport aux défis, c'est que les données sont utilisées par les personnes. Alors, il y a les utilisateurs. Par exemple, nous avons des données qui sont accessibles pour le public et les données non traditionnelles. Alors, l'application aussi l'utilisation des données, et là, il y a un défi, il y a la recherche et surtout pour les opérations humanitaires. Mon rôle, c'est vraiment avoir un impact au niveau de la communauté par rapport à l'allocation des ressources de façon équitable. Et c'est bon vraiment d'avoir des académiques pour l'utilisation des données. Et dans chaque pays, par exemple, et on a adopté le confinement et c'est très difficile de rester chez vous. Et c'est important, mais cela ne change pas. Et surtout notre façon de soutenir les populations pauvres. Nous avons des exemples de cela et surtout les données de mobilité, par exemple en Inde. Et on a alors là où on a eu des populations pauvres qui ne pouvaient pas rester chez eux et on a eu des données et comme ça on a aidé ces populations et alors les données nous a montré que cela a été efficace. Alors notre équipe essaye toujours que les données soient utilisées par les personnes appropriées sur le terrain et aussi du côté des opportunités. Les opportunités sont nombreuses. Il y a la transition de notre programme et c'est vraiment des choses que nous avons eues positives. Deux exemples de cela.
Alors, c'est difficile à imaginer, mais la première année de la pandémie, nous avons eu deux moyens là où on voulait prendre des mesures de prévention et aussi porter les masques. C'était les deux choses que nous ne pouvons pas évaluer. Alors, ce qu'on devait faire lorsqu'on regarde, on voyait juste simplement des personnes qui faisaient cela. On pouvait utiliser le CCTV et on a fait aussi l'échantillon de la population, l'échantillon aléatoire. Alors, pour notre cas, à part les technologies qui publient les données, nous avons aussi eu des données et comme ça, cela pourrait être utilisé comme source de l'information. Alors, alors, on donne ce pays et donne des langues chaque jour. On prend un échantillon, c'est-à-dire 50 000 personnes. Alors, et on a enquêté cela, on a posé des questions régulièrement par rapport au masque. Alors, comme ça, cela a été utilisé par l'Institut de la santé pour faire l'évaluation et surtout pour faire les prévisions dans le monde. Alors, pour comprendre la situation du COVID, alors, pour les opportunités, il y a des technologies qui nous aident à prendre des décisions. Comment continuer avec ce cas, c'est-à-dire il fait avoir des outils qui sont valables en continuant à aussi avoir ce qui est durable pour les questions du changement climatique et aussi utiliser les données traditionnelles. Alors, je donne la parole, oui, à la suivante. Oui, je crois que... alors, ce n'est pas notre donnée. Alors, nous fournissons les services aux organisations qui sont clients. Ça pourrait être des organisations humanitaires. Les données et par rapport aux outils que nous fournissons sont des catégories différentes, mais ce sont vraiment, se complètent, les deux se complètent. Alors, ce n'est pas vraiment une chose unique pour COVID-19. Nous avons vraiment un paradigme où les ONG et les organisations humanitaires, c'est-à-dire investissent sur l'impact et comme ça, sur le terrain. Alors, nous avons eu cette tendance de se focaliser moins sur les intentions, les bonnes intentions, c'est-à-dire pour donner de l'argent et comme ça faire le travail. Et comment maintenant montrer l'impact? L'idée, c'est que si cela est géré par l'impact sera la chose utilisée pour la mobilisation des ressources. Alors, cette tendance a commencé et en 2016, alors, dans le Grand Bargain, c'était un accord entre les gouvernements bailleurs et surtout parce que les financements viennent des gouvernements et aussi les organisations humanitaires et le système de l'ONU. Et comme ça, et bien sûr, dans les années récentes, et en avril 2020, la stratégie de l'USAID, tout cela a insisté sur l'importance d'être géré par les données et basé sur les preuves par rapport à ce que nous faisons. Alors, avec le financement lié aux impacts, les choses comme le Grand Bargain et aussi dans les sous-secteurs là où on a l'initiative commune qui se focalise sur les organisations des enfants. Alors, tout le secteur change vers les données, c'est-à-dire géré par les données. Alors, COVID-19 a accéléré cette dynamique. Alors, je pourrais dire que COVID-19 n'a pas commencé ce changement, mais cela a accéléré cela. Et surtout avant la pandémie. Mais
Alors, ce que nous disons ici, c'est dans le contexte de la paix et dans le contexte du conflit. Et qu'est-ce que cela veut dire dans un environnement du conflit, là où vous ne travaillez pas sur les catastrophes naturelles? Ici, ce sont des groupes étatiques armés et aussi le conflit humain. Et donc, ce que nous voyons ici, c'est qu'avec le conflit Ukraine, avec la Russie et aussi le conflit de la Syrie qui a commencé en 2015, nous avons commencé à noter que la menace digitale devient une dimension additionnelle. Une dimension parce que les citoyens, on a documenté que les organisations humanitaires étaient des organisations ciblées autour du conflit de la Syrie. Et comme ça, et ça c'est bien documenté, que les organisations humanitaires et les données qu'ils collectent est toujours est un facteur. Alors, lorsque vous considérez la série, tout côté de ce conflit avait une sorte d'une dimension cyber, même si vous parlez de régime, les forces de l'Ouest, ou bien des groupes non étatiques comme ISIS, et tout cela avait les dimensions cyber. Alors, parce que c'est l'Internet, ce n'était pas limité aux séries. Alors que nous avons vu cela et nous voyons cela aujourd'hui dans le contexte comme le contexte du conflit de l'Éthiopie et le problème de Tigré. Alors, l'une des choses que nous avons fait en juillet, c'est que nous avons publié un guide sur la façon de sécuriser, c'est-à-dire la sécurité des données et surtout dans le domaine de violence, par exemple. Lorsque vous répondez aux catastrophes naturelles, et c'est différent. Alors, il faut chercher comment avoir le protocole sécurité digitale et aussi l'autre qui est physique. Alors, nous avons eu des actions. Alors, ça, c'est un exemple. La dégradation dans la sécurité physique sur le terrain devrait déclencher la sécurité cyber. Par exemple, les données, les équipements, il faut sécuriser les données. Et vous ne laissez pas cela pour des groupes. Alors, en Afghanistan, la Taliban a pris le pouvoir. Alors, actuellement, l'une des choses que nous devons faire, nous devons gérer les conversations entre le cluster de protection et aussi le cluster de télécommunications. Aujourd'hui, la capacité de cyber n'est pas déclenchée par les événements sur le terrain. Alors, dans le contexte fragile où nous avons la dégradation, alors ce sont les conversations que nous... Just a reminder for everyone to please mute if you're not speaking. Juste un rappel, il faut désactiver votre micro si vous ne parlez pas. Rakesh, were you finished with your... Rakesh, est-ce que... Alors, j'étais en train de dire qu'il y a vraiment des conversations émergentes que nous devons gérer. Une toute dernière chose que j'aimerais dire, c'est que quand est-ce que le secteur privé a commencé de s'engager avec des acteurs humanitaires. Alors, nous avons eu Haïti en 2010 par rapport au tremblement de terre. Même, on n'a pas vraiment des principes généralement acceptés qui constituent vraiment un bon partenariat public-privé dans un conflit. Alors, vous avez des organisations, c'est-à-dire les technologies, les entreprises de technologie, mais les pratiques que nous avons, par exemple, et nous n'avons pas vraiment de guide par rapport à l'action. Ou peut-être
les lignes directrices pour la protection des données. Nous avons beaucoup de USAID, mais cela n'a pas toujours l'orientation par rapport au partenariat vraiment public-privé éthique. Nous nous engageons toujours dans ces conversations, surtout autour du conflit. Mais quelquefois, étant un partenaire privé, on gère les conversations très difficiles qui appartiennent et sont entrées dans la communauté humanitaire. Alors, on ne sait pas cela, mais j'encourage la communauté humanitaire de gérer des conversations, et surtout par rapport à l'éthique, etc., par rapport au partenariat, parce que la mission n'est pas le nôtre, mais c'est la vôtre. Alors, comme ça, c'est comme il faut gérer la conversation. Alors, pour les pratiques et les principes, nous, en tant qu'entreprise de technologie, nous n'allons pas élaborer ces pratiques. Alors, j'espère que ces dialogues vont maintenant résoudre cette question et les lacunes qui existent par rapport aux pratiques. Merci Rakesh pour cela. Vous avez soulevé des questions importantes et surtout les données et par rapport au rôle, le rôle de qui pour établir les normes et surtout au niveau de la communauté qui connaît l'impact. Et je vois des commentaires qui viennent sur le chat et aussi le sentiment. Alors, il y a une toute dernière question et lorsque vous regardez les questions, vous avez fourni des exemples de votre expérience en ce qui concerne ce travail, les tensions qui existent entre tout cela et aussi les types de données qui est collecté dans des contextes différents. Alors, c'est important de savoir quelles sont les leçons que vous avez apprises par rapport au partenariat public-privé dans le travail. Et Rakesh, et vous avez déjà mentionné cela. Qu'est-ce que nous devons faire? Alors, oui. Alors, c'est difficile parce que je vois vraiment des questions spécifiques par rapport à la protection des données. Mais cela devrait faire partie de la conception alors je suis vraiment ravie, surtout pour répondre à cela parce que notre équipe joue un rôle important dans le développement des outils. Alors, lorsque vous fournissez des données, et surtout les données, alors et surtout au niveau du conflit et nous ne considérons pas vraiment tout cela. Alors, avec ce commentaire, vous devez toujours faire attention de données. Alors, est-ce que vous pouvez contrôler l'accès aux données? Et c'est vraiment une façon d'atténuer ou de contrôler l'utilisation des données. Et il faut comprendre cela. Et alors, pour les pays comme la Syrie, par exemple, il y a le contrôle d'utilisation des données. Alors, je dis que l'accès, il faut avoir les politiques de l'accès et de contrôler. Alors, ce que je pense par rapport à cette question, lorsque vous parlez du risque d'utilisation des données, c'est un modèle qui vient. Alors, il y a la mal d'utilisation des données. Alors, nous avons pris du temps pour parler de cette question de mal utiliser les données et comment protéger les données. Alors, je me demande, alors si on n'utilise pas les données, alors si vous ne ciblez pas les interventions au niveau de ces populations, alors un exemple de cela, c'est que nous avons un index de la richesse et avec les images
et on utilise cela, et il y a beaucoup de l'information qui n'est pas traditionnelle, qui existe. Alors, une chose que j'ai appris, c'est que même si vous avez cela vient toujours de la minorité de la population. Alors, vous pouvez couvrir 10% de vos frontières, même si vous avez le niveau national. Alors, comme ça, nous ciblons la protection. Et lorsque nous prenons des décisions sur base des échantillons, moins de 10% de la population, vous allez toujours manquer une grande partie de la population qui est importante si cette donnée sera utilisée. Mais si vous devez toujours se focaliser sur les données qui viennent de nous, si vous focalisez sur notre donnée, vous allez vraiment se baser sur les données. Alors, il faut faire attention, il faut toujours équilibrer la question de mal-utilisation, la non-utilisation des données et surtout pour la protection. Alors, je donne la parole à mon collègue. Alors, je suis d'accord avec cela parce que lorsque vous décidez de faire des choses, alors c'est une opportunité pour nous. Alors, si vous décidez de ne pas utiliser les données, nous arrivons aux autres problèmes. Alors, l'exemple que je pourrais vous citer, c'est l'utilisation de l'Internet. À Goma, en 1994, pendant la génocide, le média a travaillé dans un domaine et tous les autres, la population qui était en besoin n'était pas au niveau de CNN, comme ça n'était pas couvert par CNN. Et bien sûr, nous ne voulons pas répéter cette expérience, cette sorte de prise de décision. Ce problème est surtout dans la réponse humanitaire. Et bien sûr, les données est toujours liées aux personnes et surtout les histoires qui ne sont pas racontées. Alors, c'est important de raconter tout. Alors, il y a deux exemples par rapport au partenariat public-privé qui pourrait être difficile et là où on a besoin de renforcer la capacité. Plusieurs années passées, nous avons travaillé dans un contexte du conflit et on m'a demandé par un représentant de services de renseignement et on a déployé et surtout au niveau des vulnérables. Et ils ont dit, et ça c'était après les attaques de Paris en 2015, il y avait la question de sensibilisation par rapport à cette question. Alors la demande a été faite, c'est-à-dire pour trouver des réseaux et comme ça, pour savoir ce qu'il faut des personnes et surtout ce qu'on accède à l'Internet. Alors, c'est une chose facile à faire. Alors, vous pouvez faire cela et vous pouvez faire en 30 secondes et comme ça, on utilise un processus de troubleshooting. Alors, en tant qu'entité du secteur privé, qui a accès à l'infrastructure, on pourrait prendre 1 minute pour faire cela. Mais en reconnaissant vraiment des principes, j'ai dit que cela est vraiment contestable. Alors, au niveau technique, c'est facile. Alors, ce n'est pas moi qui décide si on doit faire cela. Alors, on devrait toujours parler à la communauté. Alors, j'ai dit que voici la demande. Qu'est-ce que vous voulez faire avec cette demande? Je pourrais faire ce que vous voulez. C'est juste taper sur le clavier et cela, mais ce n'est pas moi qui devrait prendre cette décision. Alors, l'organisation a décidé que pour maintenir Now, that was one example of this. Donc, ça, c'était un exemple. Notre exemple est sur ce que nous avons conçu la sécurité cyber pour les contacts
comprendre que les groupes armés pourraient venir chercher ces populations. Et donc, on a voulu le faire de façon délibérée. La raison pour laquelle j'ai cité ces deux exemples, c'est parce que les organisations du secteur privé on a constaté qu'il y a un niveau de sensibilité qui est plus élevé pour ce genre de travail. Les organisations humanitaires ne sont pas posé la question. Nous l'avons fait nous-mêmes, c'est-à-dire engager le secteur privé et les aider à être des meilleurs partenaires dans ce contexte, parce que vous ne pouvez pas garantir que la personne avec qui vous êtes assis au niveau de Silicon Valley, ils ne connaissent pas les clients qu'ils ont. Il faut vraiment faire un bon travail et un travail honnête. Mais nous, la plupart des gens au niveau de Silicon Valley, ils n'ont pas le contexte de leur mission. Donc, il ne faut pas supposer qu'ils vont tenir compte de ces questions. Je pense que pour la communauté, c'est de savoir comment nous engager dans ces conversations. Et donc, connaître vos principes, vos pratiques, vos préoccupations, et comme ça, nous pouvons en tenir compte. L'autre chose, la redevabilité. Un certain nombre d'organisations humanitaires ont des privilèges sous la loi internationale des organisations humanitaires. Et donc, vous avez trois lois de protection des données. Ils ont de très bonnes raisons pour le faire. Et donc, des conventions de Genève, etc. Mais là, des effets que nous avons vus, c'est que ça donne ces organisations la possibilité de nettoyer leurs pratiques de gestion de données. Donc, ils peuvent dire que là, on s'est trompé. Et on va voir qu'il n'y aura pas de redevabilité pour ceux qui ont été victimes de l'abus des données. Donc, comment est-ce qu'on peut assurer que cette transparence et la redevabilité pour ces partenariats publics-privés, l'une des choses que je vais souligner, c'est comment ce qu'on a vu avec la PAM, c'est que quelle était la protection en place, qui avait la transparence dans ce contexte, parce que c'était vraiment un point de controverse pour la communauté. Et donc, moi, je pense que les organisations devraient me poser des questions qu'il y ait la redevabilité, la transparence de notre façon de travailler comme le représentant du secteur privé. Je dois avoir des mécanismes. Donc, j'aimerais vraiment engager les communautés académiques et pour s'engager surtout dans les contextes. Et parce que les données au terrain, en Syrie, en Yémen, etc., c'est qu'on n'a pas vraiment cette redevabilité. Donc, où est-ce que nous allons trouver cette redevabilité? Donc, pour vraiment poursuivre cette conversation. Merci beaucoup pour ça, Rakesh. Et je vois il y a quelques réactions de ce que vous venez de partager. Il y a cette question de la maîtrise de données. Il y a aussi la question contexte. Donc, connaître le contexte. Et donc, savoir qu'est-ce qui devrait être traduit de ces deux partenaires pour comprendre la meilleure façon de faire les choses. J'aimerais passer maintenant à la session de questions-réponses. Donc, les questions que nous avons au niveau de chat. Peut-être la première question à laquelle il faut répondre, c'est une question qui s'adresse à vous, Laura. Je serais intéressé d'entendre certaines des données que vous avez au niveau de Facebook pour comprendre les dynamiques de conflit. L'exemple que Laura a donné, c'est-à-dire l'utilisation des cartes pour les déplacements, c'est général. Mais est-ce que vous pouvez avoir une situation plus spécifique avec des dimensions de genre? Laura, vous avez... Donc, ici, lorsque nous avons ces cartes sur le HDX pour 60 pays, mais
on n'a pas l'information sur les ethnies et l'affiliation religieuse. Donc, on n'a pas ces informations. Donc, les informations n'ont pas les catégories, mais nous avons les informations démographiques que nous avons avec les communautés humanitaires. Donc, on a les catégories comme quelle est la distribution de la population mâle, la population femelle, les jeunes, les vieux, les enfants de moins de 5 ans, etc. Donc, bien sûr, je pense que pour avoir une meilleure compréhension, ce n'est pas vraiment une information qui peut révéler les informations sensibles. Et je peux dire qu'il y a d'autres catégories de données qui sont disponibles, y compris les connexions sociales. C'est quelque chose de très nouveau d'utiliser ces informations sur les rapports sociaux. Mais vous pouvez vous imaginer si vous êtes en train d'étudier les espaces, des informations comme les informations sur les réfugiés, quelles sont les régions des États-Unis où on a, c'est lié avec l'Afghanistan, la Syrie. Et donc, pour savoir où se trouvent ces personnes, donc, c'est-à-dire, on peut voir les connexions sociales. Et donc, on a potentiellement pour envoyer de l'argent à ces communautés. Et donc, les données pour les connexions sociales pourraient être de valeur. Et finalement, j'avais mentionné ceci lorsque j'ai parlé ici. Il y a la mobilité, donc les cartes qui montrent les mouvements, les déplacements. Et pour la réponse à la situation de COVID-19, on a eu des effets sur la mobilité pour les domaines sous-nationaux et dans 150 pays autour du monde. Mais mobilité, c'est l'une des choses qu'on peut utiliser pour la prévision économique pour l'Indonésie avec nos partenaires, par exemple, pour mieux comprendre les innovations pour l'infrastructure de transport. Donc, on peut utiliser ces informations, les données de mobilité pour mieux comprendre les populations et ne pas traverser les frontières internationales, mais on a la mobilité interne dans certains cas. Merci, Laura. Et je pense que nous avons le temps seulement pour une seule question, et c'est une question pour vous tous. Rakesh, le point que vous avez soulevé, c'est-à-dire la question de si nous avons les cartes qui pourraient nous montrer les ethnies. Donc, ce sont des données ouvertes. Et pour répondre à la question, il faut vraiment voir les dimensions qui sont pertinentes aux situations de conflit. Donc, je pense que j'ai vu ça plusieurs fois dans plusieurs réponses. En 2011, dans le nord-ouest du Pakistan, il y avait une série de fraudes. Et dans cette situation, on a essayé de cartographier les choses qui se faisaient dans la région. Et au milieu de 2011, on avait constaté qu'il y avait un contexte de conflit, il y avait vraiment une catastrophe, une gestion de catastrophe naturelle. Et on a eu vraiment les gens qui veulent que les données soient ouvertes. Et une des questions, j'ai posé la question, comment est-ce que vous faites la protection des données? Vous avez dit, je ne sais pas, c'est une sorte ouverte. Et j'ai dit, est-ce que vous savez qu'il y a aussi un conflit qui se fait au niveau du Pakistan, du nord-ouest, et aussi la catastrophe naturelle. Donc, ce que vous avez fait, c'est que vous êtes en train de développer la possibilité des jeunes d'être ciblés. Et on a vu aussi lors de l'automne arabe. Les technologies que nous avons devraient tenir compte du contexte et être sensibles au contexte. Et, par exemple, répondre à un feu de forêt en utilisant les données, en se servant, de faire la même chose au Yémen, ce n'est pas vraiment la même chose. Donc, être informé pas seulement par les technologies, mais par les personnes qui comprennent ces contextes. Donc, on a vu que les contextes, vraiment, ça signifie tout.
Je pense que comprendre et construire ces communautés d'experts pour les conversations qu'on organise, c'est possible d'avoir le secteur privé dans ces échanges aussi tôt que possible. Parce que lorsque vous avez ces conflits, chaque fois que vous avez une crise, je vais essayer de répondre peut-être avant même d'arriver au futur. Donc, la meilleure façon d'avoir ces conversations, c'était dans le passé. Et la deuxième meilleure façon d'avoir les conversations, c'est maintenant. Et il faut vraiment obtenir ces conversations, poursuivre ces conversations. Sinon, nous aurons les mentalités d'exploiter, c'est-à-dire avec les conversations, avec les nuances dans ces environnements. Et moi-même, lorsque j'ai fait le travail autour de Afghanistan, lorsque nous avons publié un article sur les bonnes pratiques dans les situations de conflit, a concerné la prise du pouvoir par les talibans. Et une fois qu'on a pris le pouvoir, c'était trop tard pour changer la situation. On avait déjà commis les crimes. Et donc, je pense que c'est à nous de voir à quel moment impliquer le secteur privé. Et nous avons les technologies de meilleures, de qualité excellente. Ce que nous n'avons pas, c'est la compréhension de la mission et des impacts. Parce que ça, c'est votre travail comme les organisations humanitaires. Parce que si on peut avoir ces conversations qui sont bien informées et pour avoir la protection, le changement climatique, la situation de COVID-19, c'est une situation qu'on a vue depuis plusieurs années. Donc, il ne faut pas supposer qu'il n'y aura pas plus dans le futur. Il faut se préparer pour cela. Et il faut essayer de faire tout ce que nous pouvons pour que nous puissions maîtriser la situation pour ne pas être. Donc, nous arrivons vers la fin de la session. Je ne sais pas si Laura, vous avez quelque chose à ajouter à la dernière question. Oui, bien sûr. Et je pense que avec cette conversation, je pense que notre programme ne travaille pas spécifiquement dans des situations de conflit actif, mais donc, pour essayer que nous travaillions avec les organisations humanitaires. Donc, j'apprécie vraiment ceux qui sont impliqués dans ce genre. Mais je pense que l'humilité est très importante. C'est quelque chose que j'aime avoir chaque jour dans mon travail. Et je pense que c'est un facteur important pour les personnes qui travaillent avec les données. Donc, les données comme ce que nous avons sur Facebook, ce n'est pas vraiment une solution magique. Et on sait qu'on parle de ces données, comment on peut les utiliser. Les questions très importantes se posent. Où se trouvent les gens sur la planète Terre? Combien sont des femmes? Est-ce que les gens se déplacent? Est-ce que les gens restent à la maison ou pas? Et cela a marché pour nos équipes parce que c'était très bien pour la préservation du droit à la vie privée pour la population. Et aussi, ça que ces données ne seront pas suffisantes pour répondre aux questions très, très ciblées. Donc, ce que je trouve être très intéressant, c'est que les données qui viennent des groupes comme Facebook ou Google ou d'autres sources traditionnelles de données, on peut vraiment peut-être voir si vous pouvez le combiner avec les données qui viennent des autres groupes, entreprises de technologie, et vous allez faire des choses parce que ça représente la population. L'exemple, c'est que ce qu'on a vu dans les actualités, c'est que voir comment protéger la société au niveau du Togo avec le gouvernement du Togo. Et j'ai travaillé directement dans le transfert de l'argent. Et on utilise ces informations pour cela. Donc, pour savoir où les gens se situent, mais peut-être même si on voulait, c'est-à-dire les informations sur les ménages. Et je pense que c'est là où nous avons l'impression que c'est ça qu'il faut faire pour être donner les
directions et idées et nous baser sur les données de nos partenaires pour prendre les décisions, les bonnes décisions qui sont informées par les données que nous avons. Donc, ça fait partie du processus de la prise de décision. Merci beaucoup, Laura. Et je pense que nous sommes à la fin de la session. Rakesh, je voulais dire quelque chose. Je pense que de notre perspective, il faut vraiment nous focaliser sur l'utilisation de la technologie et comment nous pouvons les utiliser partout là où nous sommes. Mais il faut aussi avoir une responsabilité de données, c'est-à-dire la dignité humaine. Lorsque je pense à cette idée, c'est que comment est-ce que nous pouvons assurer que nous avons cette protection des données. Et de ma perspective, et c'est ce que je dis toujours, c'est que nous devons faire ceci de la bonne façon. Et on n'aura pas vraiment les résultats que nous voulons si on ne fait pas ce qu'il faut. Et voir comment protéger les gens et comment ils sont protégés par le travail que nous faisons. Que nous avons une obligation de le faire. Donc, j'apprécie la conversation et le dialogue que nous avons ici. Donc, merci aux participants, merci Laurent et merci vous-même, Nikita. Merci beaucoup à vous deux. On n'a plus de temps. Peut-être on a eu la responsabilité, la redevabilité de deux côtés, donc avoir la formation sur les données. Donc, j'aimerais remercier Rakesh et Rola pour le temps que vous avez trouvé, les modérateurs techniques, les interprètes, tout le monde qui a été ici. Nous avons passé 60 minutes ici, donc je vous souhaite un bon repos pour le reste de la journée. Merci, au revoir.